Donc, on peut dire que les bases de données relationnelles sont basées sur trois éléments. Le premier élément, c'est la structure de données. Ils sont bien structurés. C'est-à-dire, avant de créer une base de données relationnelle, il faut tout d'abord créer sa structure. D'accord? Il faut dire qu'on a une base de données avec telle ou telle table, et chaque table possède tel ou tel attribut, et chaque attribut possède tel ou tel type. Et aussi, les relations entre les tables doivent être bien, gérées avec ce qu'on appelle des cardinalités. 0n, 0n, 1n, 1, et ainsi de suite. Alors, deuxième chose, bien deuxième élément pour les bases de données relationnelles, on parle ici des contraintes. Alors, c'est quoi les contraintes? C'est comme les contraintes d'intégrité fonctionnelle, ou bien les contraintes de clés primaires. Donc, on a des clés primaires, on a des clés étrangères, et on a aussi autres contraintes, comme par exemple la contrainte check, qui vise à mettre un intervalle ou bien un ensemble de valeurs possibles pour un tel champ ou bien un tel attribut. Bien sûr, si on parle par exemple de la contrainte, d'une contrainte sur l'attribut note d'un étudiant, bien sûr la note ne doit pas être inférieure à 0 et ne doit pas être supérieure à 20, selon la norme au Maroc. D'accord? C'est pour cela, pour éviter tout problème d'intégration de notes qui ne respectent pas les normes, on utilise ce qu'on appelle les contraintes. D'accord? Et aussi les opérations comme les opérations d'insertion, les opérations de suppression et les opérations de modification. Mais il y a certaines limites, comme par exemple, la distribution de données sur plusieurs serveurs devient impossible dans le cas où il y a un très grand nombre de relations. Alors, essayez d'imaginer la chose suivante. Vous avez 120 tables avec plus de 90 relations. Donc, comment je peux créer une telle base de données comme ça dans un système distribué? Ou une table dans un ordinateur A dépend d'une autre table dans un ordinateur B. Et les deux, A et B, dépendent d'une autre table qui se trouve dans une machine C. Ça devient un petit peu compliqué. D'accord? Et deuxième limite, c'est que le temps consacré à la vérification des contraintes est élevé par rapport au simple stockage sans contraintes. Je vous donne un exemple. Alors, vous avez déjà fait des relations, bien des requêtes insert into, des requêtes d'insertion. Alors, lorsque vous mettez, bien, vous envoyez la requête insert into, bien sûr, votre intention est de insérer un élément. Alors, est-ce que normalement vous croyez que le SGBD relationnel, comme Oracle, SQL Server ou bien MySQL, est-ce qu'il va insérer les choses bêtement? Non. Il fait tout d'abord un certain nombre de vérifications avant de procéder l'insertion. C'est-à-dire, avant qu'il insère les données sur le disque, il vérifie tout d'abord, est-ce que ce que vous voulez insérer respecte bien la structure de la table ou non? Si vous avez une table qui a 3 champs seulement et vous voulez insérer 4 champs, non, impossible. Ou bien vous voulez même insérer 3 champs, mais les types de données ne sont pas les mêmes que la structure. Ça, on n'accepte pas. Donc il y a cette vérification avant d'insérer. Encore, il n'y a pas ça seulement, mais il y a d'autres vérifications comme la vérification de l'existence de la clé primaire.
Par exemple, vous avez déjà inséré un étudiant dont le code est égal à 14. Et vous voulez encore insérer un autre étudiant et vous avez oublié de modifier le code. Et vous voulez encore une fois insérer un élément de code 14. Donc, il y a une vérification de clé primaire. Pourquoi? Parce que la valeur de la clé primaire ne doit pas se répéter 2 fois et plus. Donc, encore, il y a une vérification de la clé primaire. Il y a encore une autre vérification avant d'insérer. Vous voulez insérer, par exemple, un étudiant et vous mettez dans la même ligne de l'étudiant, vous avez mis le code filière et vous avez mis, par exemple, le code filière 23. Et dans la table filière, vous n'avez aucune filière qui possède le code 23. Donc ça, c'est un problème. Vous voulez insérer un élément qui dépend d'une autre table et qui fait la liaison avec quelque chose qui n'existe pas. Donc aussi, ça c'est une vérification. Ou bien, et aussi en outre, il y a des vérifications sur les contraintes aussi, si les éléments respectent bien les contraintes ou non. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que le temps consacré à la vérification des contraintes est élevé par rapport au simple stockage sans contraintes. Les contraintes, bien la vérification des contraintes prennent plus de 70% du temps consacré à l'insertion. Et quand je parle de l'insertion, je parle aussi de la modification, je parle aussi de la suppression et la sélection. Alors aussi, les données doivent suivre la structure d'un schéma défini préalablement. Donc, il n'y a pas de possibilité de sauvegarder des données semi-structurées. Pourquoi NoSQL? Pourquoi on a besoin d'un tel système de gestion de base de données NoSQL? Alors, avec l'augmentation exponentielle des données mondiales, et là on parle de quoi? On parle de ce qu'on appelle le big data. D'accord? Et quand je parle de big data, je parle de données massives. Je ne parle plus de quelques gigaoctets ou bien de quelques téraoctets. Mais je parle encore plus parce que l'unité qui suit le téraoctet, c'est le pétaoctet. Donc, quand je passe au pétaoctet et au hexaoctet et au zétaoctet, ce sont d'autres unités beaucoup plus supérieures que les simples téra et gigaoctets. Là, je peux dire que j'ai passé au monde big data. D'accord? Alors, donc, il est nécessaire de concevoir un autre SGBD léger qui garantit les points suivants. Tout d'abord, les données doivent être distribuées. Alors, vous allez me dire, pourquoi, monsieur, ne pas mettre les données dans un serveur très puissant? Bon, je vous dis non. Ici, on parle du big data. Alors, quand je parle de base de données NoSQL, tout d'abord, ils sont conçus essentiellement pour les données big data. Alors, quand on passe à ce niveau-là, on peut dire qu'on a besoin d'un SGBD distribué. Qu'on l'installe pas sur une seule machine, mais on l'installe sur un ensemble de machines. Et donc, cet ensemble de machines s'appelle un cluster. On doit aussi garantir la haute disponibilité. C'est-à-dire, c'est quoi la haute disponibilité? C'est le fait de demander l'information et de l'avoir le plus vite possible. C'est ça la haute disponibilité. D'accord? Parfois, dans les SGBD relationnels,
quand on arrive à un certain moment où on a beaucoup de données, le système devient un petit peu lent. Donc un peu lent, ce qui mène à un retard en temps de réponse. D'accord? Les réponses seront retardées. Donc ne sont pas vraiment disponibles rapidement. D'accord? C'est pour cela, pour les bases de données non SQL, il faut garantir la haute disponibilité et c'est le fait de demander l'information et de l'avoir sur le champ. Aussi, on doit garantir pour les bases de données non SQL la tolérance aux pannes. Alors là, c'est quoi? Puisqu'on a plusieurs serveurs, bien sûr, on pense au cas où un serveur tombe en panne. Ça, c'est un problème. Si un serveur tombe en panne et que si le client demande une donnée qui se trouve sur ce serveur, là, c'est un problème. Donc, un SGBD non SQL doit garantir la tolérance aux pannes, c'est-à-dire le client doit toujours avoir l'information. On ne doit lui jamais dire que l'information n'existe pas ou bien un serveur est en panne, veuillez patienter s'il vous plaît. Non. Le client est un roi, donc doit lui garantir la haute disponibilité et la tolérance aux pannes. Aussi, les bases de données NoSQL doivent garantir l'extensibilité horizontale. C'est quoi l'extensibilité horizontale? Il y a deux types d'extensibilité, c'est-à-dire l'extensibilité, c'est le fait de promouvoir ou bien d'ajouter quelque chose, d'accord, d'améliorer, d'accord, l'extensibilité, c'est d'améliorer. Alors, si l'extensibilité verticale consiste à améliorer notre serveur, c'est-à-dire si vous avez 128 gigaoctets de mémoire RAM, on ajoute encore 128 autres gigaoctets, ou bien si votre disque si le disque dur de votre serveur ne contient que 5 teraoctets et vous avez décidé d'ajouter encore 5 autres gigaoctets, ça s'appelle l'extensibilité verticale. Ça veut dire vous restez toujours dans la même machine. Mais par contre, l'extensibilité horizontale, c'est le fait d'ajouter d'autres machines sans que le client sache que vous avez ajouté d'autres machines. Ok? Vous avez 3 serveurs. Vous avez remarqué que les 3 serveurs ont commencé à être surchargés. Donc vous ajoutez encore 3 autres serveurs à la fois, sans interruption, sans problème, sans panne. Et c'est ce qu'on appelle l'extensibilité horizontale qui doit garantir le service. Donc la qualité de service doit être garantie. Aussi l'hétérogénéité de données. Et quand on parle de NoSQL, ce n'est pas comme les SGBD relationnels. Les SGBD relationnels, dans une table, il y a un certain nombre de données, mais les données normalement sont presque du même type. Même si je vois int, char, date, mais cela reste des choses, des valeurs textuelles, on peut dire. Mais pour notre base de données NoSQL, elle doit aussi garantir tout type de données. Ça veut dire, je peux enregistrer un objet. D'accord? Un objet. La classe, par exemple, la classe personne, je peux enregistrer la classe personne. Je peux enregistrer école. Toute l'école, à l'intérieur. D'accord? Chose qui n'existe pas dans les bases de données relationnelles. Donc, il y a quelques types bien définis. Int, varchar, date, float, et ainsi de suite.
seulement les types primitifs. Ou parfois on trouve le type belob pour mettre les images, mais c'est déconseillé. Mais pour les bases de données NoSQL, on peut enregistrer un objet. Pour les gens qui ont déjà fait la programmation orientée objet, vous savez très bien c'est quoi une classe en Java et c'est quoi un objet. Donc je peux mettre un objet qui contient lui-même à l'intérieur un tableau d'objets, etc. NoSQL doit garantir aussi la rapidité. Ok? D'accord. Alors, puisque on parle de rapidité, je peux dire que les bases de données NoSQL sont 100 fois beaucoup plus rapides que les bases de données relationnelles. D'accord. On parle maintenant des bases de données NoSQL orientées colonnes. Et regardons maintenant, s'il vous plaît, la structure des bases de données NoSQL orientées colonnes. C'est un petit peu la même chose que les bases de données relationnelles, avec quelques petites différences, comme par exemple l'existence qu'on appelle column family. Column family. C'est le principe de column family, c'est quoi? D'accord? Alors, vous avez, regardez, je vais utiliser Excel pour mieux expliquer les choses. D'accord. Alors, prenons ce cas où on a une table, ici nom, prénom, date de naissance. D'accord? Ici, on a grade, salaire et poste. Et là, on peut écrire ce qu'on veut. Donc ça, c'est une base de données. C'est une table plutôt. C'est une table qui contient les données. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on a une table relationnelle. C'est une table simple. Mais si vous mettez une telle chose comme ça, vous avez ajouté un libellé comme ça, en écrivant ici personnel et là professionnel. Ah, j'écris des choses en anglais, des choses en français, mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi ça? Alors ça, normalement, n'existe pas, cela n'existe pas dans les bases de données relationnelles. Alors, dans les bases de données orientées colonnes, il fallait savoir qu'un ensemble d'attributs se regroupe sous ce qu'on appelle une colonne family. Donc, le nom, le prénom, la date de naissance se regroupent à l'intérieur de la colonne family personnelle. Grade, salaire, poste se regroupent dans une colonne family professionnelle. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas d'ID. Donc l'ID existe à l'extérieur. C'est normalement le SGBD NoSQL qui ajoute automatiquement les ID, les identifiants. Ok? Parfait. Voilà, c'est ça normalement la structure d'un SGBD NoSQL orienté colonne. Pourquoi on a dit orienté colonne? Parce que normalement, quand est-ce qu'on utilise ce genre de SGBD? On l'utilise lorsque vous avez un corpus de données où il y a beaucoup de colonnes. Quand vous avez plusieurs colonnes, vaut mieux de les regrouper sous forme d'un libellé. D'accord? Voilà, c'est ça normalement le seul cas où on utilise les bases de données orientées colonnes. Alors, une autre particularité des bases de données orientées colonnes, c'est quoi? C'est que normalement, ça c'est faux. Ce que j'ai écrit, c'est faux. Pourquoi?
Parce que normalement, je dois commencer par la date de naissance. D'accord? Regardez, je vais corriger maintenant le problème. MNOP, donc P c'est le dernier. Alors, les noms des champs doivent être triés par ordre alphabétique. Donc, c'est ça encore une autre particularité de SGBD orienté colonne. Alors, pourquoi j'ai dit que les champs doivent être, même si je dois inverser les choses, comme ça, paie et salaire. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il faut, bien, que c'est obligatoire? C'est pas pour nous, mais c'est le SGBD lui-même qui organise la liste des champs de cette manière. Alors, pourquoi? Parce que, puisque cette base de données est dédiée pour les données à plusieurs champs, ici on a seulement 6, mais on peut avoir des centaines, des centaines, parfois 500, 600. Et je sais très bien que si Bahbouhi, yak, vous connaissez ça dans la reconnaissance faciale, si on utilise des datasets pour le traitement des images, on peut avoir des centaines, parfois des centaines de features, juste pour traiter une image, ou bien pour analyser une image. Feature, c'est tout simplement un champ, comme ça, une propriété. Alors, je dis la date de naissance, nom, prénom, doivent être triés. Pourquoi trier tout ça? C'est parce qu'il y a plusieurs champs, et pour aller directement vers un champ, c'est pas la peine de faire une recherche séquentielle. 1, 2, 3, 4, et chercher d'une façon séquentielle, l'un après l'autre. Mais on les trie pour utiliser les algorithmes de recherche rapide. C'est pas le quicksort, c'est la recherche dichotomique. La recherche dichotomique, c'est une recherche qui est très très rapide. Et pour qu'il marche bien, ce type de recherche, il faut que les données à chercher doivent être normalement doivent être triées. Donc c'est ça l'objectif. Voilà, donc c'est ça normalement la structure d'une table. Jusqu'à maintenant, ça se nomme pas une table, mais on peut dire une table. Par la suite, on va changer le nom. Voilà, reokay 1, reokay 2, reokay 3, et ainsi de suite. Et on a colonne famille A, colonne famille B, et ainsi de suite. Et à l'intérieur, il y a des quoi? Des clés valeurs. Clés valeurs, clés valeurs, clés valeurs. Là, comme ceci. Clé valeur, clé valeur, clé valeur. Juste moi, j'ai simplifié les choses en mettant la clé au-dessus. Alors ensuite, voilà, ça c'est un exemple, encore d'une base de données orientée colonne. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Vous remarquez qu'on a combien de lignes ici? En fait, on a 1, 2, 3, 4 et 5 lignes. Mais si vous voyez les reocays, vous allez remarquer qu'il y a seulement 3 reocays. 3 identifiants. Reokay, c'est identifiant. 1, 2, 3. Là, maintenant, on a combien de lignes? En fait, on a seulement 3. 1, 2, 3. Seulement 3 lignes qu'on a. Mais c'est quoi ces données-là? C'est ce qu'on appelle les versions. D'accord? Les versions. Donc, dans les bases de données orientées colonnes, lorsque vous modifiez, par exemple, un champ, prenons par exemple le nom Juvenal, timestamp, c'est quoi? Ça, c'est un type de données qui signifie la date. D'accord? Et ça, c'est le prénom normalement. Pourquoi on a ajouté la date? La date, c'est la date de modification. D'accord? Une donnée, toujours, possède une date. Et encore une fois, ça n'existe pas dans les bases de données relationnelles.
Alors, dans les bases de données NoSQL, toujours, à chaque donnée, on associe un timestamp. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi ajouter une donnée comme ça? On verra par la suite pourquoi on doit ajouter timestamp. Mais gardez s'il vous plaît à l'esprit que timestamp, c'est très très intéressant pour la haute disponibilité. Alors prenons par exemple ça, l'âge. Et donc pour Juvenal, on ne sait pas c'est combien l'âge. Est-ce que c'est 22 ou bien 25? Ça c'est bizarre un petit peu. Mais lorsqu'on envoie une requête de sélection, sélectionner l'âge de Juvenal, on ne renvoie que 25. Pourquoi? Parce que 25, c'est la donnée la plus récente, c'est 2013. Et ça c'est 2011. Donc toujours on prend la donnée la plus récente. Et voilà, encore vous allez me dire, et pourquoi garder ça? Ben, je vous dis oui, c'est la version. Ça c'est une version de données. Ben, on peut même aller vers la version précédente. D'accord? Parce que ça sera utile. Oui, oui. Non, en fait, on parle dans le contexte Big Data. Ben, quand on parle, parce que quand on utilise les données, les bases de données non SQL, généralement, ils sont conçus, comme j'ai dit, aux bases de données, au domaine du Big Data. D'accord? Mais on peut désactiver cette option. D'accord? Il y a des SGBD non SQL qui nous proposent de désactiver l'option de garder l'historique des modifications. Oui, bien sûr. Bonne question, ce que tu as dit. Mais juste, je voulais bien vous dire que c'est rarement qu'on modifie une valeur. D'accord? C'est rarement qu'on modifie une valeur dans un contexte Big Data. Si vous utilisez un SGBD non SQL dans des données normalement à taille normale, aucun problème. Vous pouvez activer l'option. Mais quand même, il fallait savoir que, que les données ou bien la taille de cette case-là est beaucoup plus petite par rapport à sa taille s'il est sous Oracle ou bien sous SQL Server. Parce que SQL Server et Oracle gardent autant d'informations comme par exemple le code de cryptage, le code CRC. Il y a encore tellement de problèmes, le code de compression. Donc il y a plusieurs données dans chaque champ. Et si on a seulement la valeur, sa date, et on peut la répliquer en plusieurs en gardant bien sûr l'historique des modifications. Mais je répète, ça ne sera pas toujours. C'est rarement qu'on trouve ce cas-là. D'accord? Et voilà, vous voyez que la ville, cette fille a changé la ville de Douala vers Lille et après vers Paris. Et à chaque fois, on garde la date. C'est comme ça on peut garder l'historique. Oui, bonjour. Oui. En fait, non, non, non. Ne sont pas cryptés. Vous allez me dire, oh, c'est une mauvaise chose. On ne peut pas utiliser ça, les GBD non SQL. Oui, vous avez raison. On ne peut pas utiliser les SGBD non SQL si vous voulez garantir un niveau supérieur de sécurité. Parce qu'ils ne sont pas conçus pour ça. D'accord? Ils ne sont pas conçus pour ça. Sauf que, pour MongoDB, je pense que cela est possible. On peut crypter les données. Mais il faut faire télécharger quelque chose encore plus. Un autre module supplémentaire. Mais par défaut, les données se trouvent en clair. Et vous allez me dire encore pourquoi. Parce que nous, pourquoi on a conçu le NoSQL? J'ai dit pour le Big Data. Et le Big Data, vraiment un très grand nombre de données qui doivent être lues
rapidement. Et si on gaspille le temps dans la sécurité, dans le cryptage et la compression, l'information que que nous devrons normalement obtenir en quelques nanosecondes, on va l'obtenir dans des centaines de millisecondes. Ça veut dire qu'on va perdre beaucoup de temps. Ce n'est pas ça l'objectif. Sinon, si on crypte et on fait tout ça, vous savez, on doit investir pour acheter encore plus de serveurs, pour encore garantir la rapidité. Et c'est ça l'objectif des non-SQL. D'accord, la structure, maintenant, d'une base de données non-SQL orientée document. Alors, dans les bases de données orientées documents, on a une base de données, ici, et à l'intérieur d'une base de données, on trouve plusieurs collections. Collection 1, collection 2, collection 3. Et à l'intérieur de chaque collection, on trouve document 1, clé valeur. Document 2, clé valeur, clé valeur. Document 3, clé valeur. Document 4, clé qui contient aussi clé valeur et clé valeur. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de structure. Donc, les bases de données orientées documents ne sont pas structurées du tout. À chaque fois, on peut ajouter une nouvelle ligne différente. C'est-à-dire, la première ligne contient la date de naissance, le nom et le prénom. Et la deuxième ligne peut contenir le numéro de téléphone, nom, prénom. D'accord? On n'est pas obligé de respecter toujours une structure. Alors finalement, une déclaration personnelle que j'ai jamais vue sincèrement dans des sites web, mais c'est d'après l'expérience dans les bases de données non SQL. Sincèrement, je voulais pas que vous gardez ça, mais juste j'ai l'intention de dire. Les bases de données non SQL, tout simplement, ce sont des poubelles de données. Oui, on peut dire que ce sont des poubelles de données. Oui, parce que lorsqu'on met des données en batch, des données massives, on ne s'intéresse pas. Est-ce que la personne, monsieur Michel ou bien monsieur Mohamed existe à l'intérieur? On ne sait pas. Ce que nous voulons faire, c'est d'analyser cette grande masse de données. Et pour analyser cette grande masse de données, il nous faut vraiment une capacité matérielle élevée. Et pour aider le matériel, il faut utiliser les bases de données non SQL parce qu'elles sont beaucoup plus légères. Alors, oubliez s'il vous plaît l'objectif des bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles, on met select étoile from table X where nom égale à Mohamed. Alors ici dans les bases de données non SQL, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est de calculer la moyenne des dépenses entre les hommes et les femmes. C'est ça le type de données. Ça veut dire on cherche à analyser. Ce n'est pas seulement à sélectionner une personne, mais analyser l'ensemble. Mais ça n'empêche pas, on va voir même la sélection. Alors voilà encore un exemple de SGBD non SQL orienté document. Voilà, ici on a une base de données. On a combien de collections ici? On a 1, 2 et 3. Alors pour la troisième collection, il est composé d'un nom, âge, statut et groupe. Là, qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, c'est similaire à un format connu. C'est ça, c'est quel format? C'est le format JSON. D'accord? Donc, tous les bases de données, tous les SGBD non SQL utilisent le format JSON. Encore, il y a un autre avantage. Pourquoi le JSON? Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous maîtrise un petit peu de programmation back-end
Spring ou bien G2E. Bon, pour les gens qui ont déjà travaillé avec Spring, G2E et tout ça, le développement back-end, ils peuvent savoir que le format par défaut d'échange entre le client et le serveur, ou bien entre les applications back-end et front-end, sont toujours, maintenant, maintenant, sont toujours des requêtes HTTP avec des données JSON. Donc les données sont tous en format JSON. Maintenant, c'est le format d'échange par excellence aujourd'hui. C'est pour cela, concevoir un tel SGBD qui accepte directement le JSON, qui stocke le JSON et qui écoute le JSON. Ce n'est pas comme les bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles écoutent le SQL, analysent la requête SQL, transforment la requête SQL, retire les données de la requête SQL et stocke les données sur le disque. Regardez combien d'étapes. Mais pour les bases de données non SQL, écoutez de l'SQL, écoutez le JSON, enregistrez le JSON. Il n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas de vérification. D'accord? Parce que nous cherchons la rapidité. On ne s'intéresse pas aux individus. Vous allez me dire, peut-être quelqu'un a envoyé une donnée erronée. Oui, il y a des données erronées. On sait très bien que les données dans les bases de données non SQL il y a un pourcentage de données erronées. Mais généralement, on tolère 5% de données erronées. 5%, c'est déjà pas mal, c'est trop. Mais on peut tolérer ça. Maintenant, pour les bases de données non SQL orientées clé-valeur, regardez, il y a une structure. D'accord? Alors, cette structure-là est très simple. C'est tout simplement clé-valeur, clé-valeur, clé-valeur. Alors, pour les collections, ici on a parlé de collections, ça se voit similaire un petit peu. D'accord? Ça se voit similaire un petit peu, comme les orientés documents. Mais ici, on a directement clé-valeur, clé-valeur, clé-valeur. Ce n'est pas comme ça. Ici, on peut même avoir à l'intérieur clé qui contient lui-même clé et valeur. Ou bien plusieurs clés-valeurs. D'accord? C'est un petit peu compliqué pour les bases de données orientées documents. Mais pour les bases de données orientées clés-valeurs, c'est très très simple. Ben, vous allez me dire pourquoi on utilise ça. C'est tout simplement, ces bases de données clés-valeurs sont beaucoup plus utilisées dans les systèmes industriels, surtout si vous êtes dans une chaîne de fabrication où il y a des capteurs de température, des capteurs de capacité, des capteurs de fluidité, d'humidité, des capteurs photoélectriques. À chaque fois, on envoie les données à chaque seconde. Oui, je dis à chaque seconde, on envoie les données captées de ces matériels-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va enregistrer tout simplement? Clé, valeur. La clé, c'est peut-être la date et la valeur obtenue à une telle ou telle date. Pourquoi faire cela? Je vous donne un exemple. Supposons qu'on a une machine où il y a un capteur de température. Ok? Pourquoi on a ajouté un capteur de température? Pour deviner, bien pour prévoir si la machine va tomber en panne au futur ou non. Est-ce que c'est proche? Prochainement, si elle va tomber en panne ou non? Parce que vous savez très bien, la plupart des pannes dans les machines industrielles sont souvent il y a des indices qui nous montrent
que la machine va tomber en panne. C'est même comme un corps humain. Un corps humain, si vous voyez quelqu'un qui vibre tout seul et la température est élevée, bah, peut-être il est malade. Si vous le laissez comme ça, il va mourir. C'est la même chose pour les machines industrielles. Une machine qui vibre, il y a bien sûr un capteur de vibration. D'accord? Et si la température de la machine est élevée, bien sûr, il y a quelque chose. Il y a un frottement. Il y a un frottement à l'intérieur. Et peut-être il faut ajouter d'huile, il faut ajouter de la graisse. Et il faut peut-être changer d'huile, comme les voitures, faire le vidange. D'accord? Donc, les capteurs envoient les données à un ordinateur et l'ordinateur peut recevoir des centaines ou bien parfois des milliers de données par seconde. Et que faire avec ces données? Elle trace les courbes. Oui, elle trace les courbes. Et dans les courbes, il y a des indices de performance qui disent qu'on est en état normal. Ou bien on n'est pas dans un état normal. Comme par exemple les courbes d'utilisation de la batterie chez vos smartphones. D'accord? Là, vous pouvez constater parfois qu'il y a un problème de consommation électrique au niveau de la batterie de votre smartphone. Et vous pouvez voir la courbe de consommation. Vous voyez que c'est anormal. Et peut-être c'est accompagné par un réchauffement de smartphone. Alors, finalement, on a les bases de données orientées graphes. Et normalement, Facebook est basé sur ça. Donc, la première utilisation des bases de données orientées graphes était sur Facebook. D'accord, maintenant, c'est beaucoup plus utilisé, même chez les entreprises. Et c'est vraiment très intéressant ce genre de SGBD orienté graphe. Et sont comment? Tout simplement, il y a des nœuds, nœud 1, nœud 2, nœud 3, nœud 4. Et chaque nœud possède ce qu'on appelle des attributs. Attribut 1, attribut 2, attribut 3. Et entre chaque nœud, il y a des relations. D'accord? Il y a des relations. Voilà un exemple de NoSQL orienté graphe. Comme ça, par exemple, Thomas Anderson connaît Monsieur Morpheu. Et il y a des attributs à l'intérieur dans tous les individus de notre graphe. Donc, on n'est pas obligé de respecter toujours les mêmes attributs. Comme vous voyez ici, on a l'âge name, mais là, on a name, occupation et rank. Et là, on a langage, name et version. Il y a des relations entre les individus. Et dans chaque relation, on a quoi? On a encore des attributs à l'intérieur d'une même relation. Même, j'ai dit, dans la relation, on a des attributs internes. Et sans oublier toujours, on a toujours la date de notification qui s'appelle le timestamp.